Les sirènes de police hurlaient, déchirant le calme majestueux du lac d'Annecy, transformant ce qui devait être une symphonie de bonheur en une cacophonie de honte et de scandale. Les gyrophares bleus tournoyaient, se reflétant de manière presque psychédélique sur les murs en pierre du château du XVIIIe siècle que nous avions loué pour l'occasion. L'air, qui quelques instants plus tôt sentait la pivoine et le champagne, était maintenant saturé d'une tension électrique, presque palpable. Je me tenais là, immobile, comme pétrifié dans ma robe de mariée en dentelle de Calais, une création sur mesure qui avait nécessité des mois de travail. Mes mains serraient celles de Cyprien, mon mari, si fort que mes jointures étaient devenues blanches, dépourvues de sang. Lui, d'habitude si calme, avait la mâchoire serrée, les yeux fixés sur la scène surréaliste qui se déroulait devant nous. 3 personnes étaient escortées manu militari vers les voitures de patrouille par la sécurité privée et les gendarmes. Un homme âgé, voûté, au visage rouge brique de colère, qui se débattait comme un diable dans l'eau bénite. Une femme aux cheveux gris ébouriffés, dont le maquillage coulait en traînées noires sur ses joues, hurlant des insanités. Et une jeune femme, ma propre sœur, vêtue d'une robe blanche bon marché, une insulte ultime à ma journée, qui pleurait des larmes de crocodile en criant à l'injustice. C'était mon père, Gérard. Ma mère, Sylviane. Et ma sœur cadette, Maëva. Floriane, espèce d'ingrate, hurlait ma mère, sa voix perçante couvrant le bruit des radios de police. Comment peux-tu faire ça à ta propre famille, à ton propre sang? On t'a donné la vie, on t'a tout sacrifié. Tu n'es qu'un monstre égoïste. Les invités, mes amis les plus proches, la famille respectable de Cyprien, le maire de la ville, tous nous regardaient. Je voyais dans leurs yeux un mélange insoutenable d'horreur, de pitié et de curiosité morbide. J'aurais dû pleurer. J'aurais dû m'effondrer de honte, me cacher sous la nappe de la table d'honneur. Mais à ce moment précis, je ne ressentais qu'un froid glacial, un vide sidéral. C'était le même froid qui m'avait transpercé les os 6 ans plus tôt, la nuit où ces mêmes personnes m'avaient jeté à la rue comme un sac d'ordures. Mais ce scandale public, aussi humiliant soit-il, n'était que la partie visible de l'iceberg, l'apothéose d'une journée cauchemardesque. Le véritable coup de poignard, celui qui avait fait saigner mon cœur bien avant l'arrivée de la police, je l'avais reçu le matin même, à 8 heures, alors que je buvais mon café en essayant de calmer mes nerfs. Un huissier, visage fermé, m'avait remis une lettre recommandée avec accusé de réception. Une lettre à l'entête d'un cabinet d'avocats douteux. Il ne voulait pas seulement gâcher ma fête ou attirer l'attention. Ils ne voulaient pas seulement des excuses pour m'avoir abandonné. Non, leur demande était bien plus précise, bien plus cruelle, et d'une avidité qui dépassait l'entendement. Dans ce document légal de 4 pages, mes parents, ceux-là même qui m'avaient laissé dormir dans ma voiture par -10 degrés l'hiver de mes 25 ans, exigeaient désormais, au nom de l'obligation alimentaire et de la solidarité familiale, que je leur cède 50% de la propriété de ma maison. Ma maison. Celle que j'avais payée avec ma sueur, mes larmes et mes nuits blanches. Ils prétendaient que ma réussite actuelle était le fruit direct de leur éducation stricte et de leurs sacrifices passés. L'ironie était à vomir. C'était comme si un pyromane demandait à être payé pour avoir réchauffé la maison qu'il venait de brûler. Avant de vous raconter comment nous en sommes arrivés à cette folie absolue, comment une famille peut se détruire par avarice, favoritisme et méchanceté pure, j'aimerais prendre une seconde pour me connecter avec vous. Je sais que cette histoire va vous sembler impossible, digne d'un film dramatique, mais c'est ma réalité, c'est ma vie. Avant que je ne plonge dans les détails sordides de mon passé à Montluçon, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Quelle ville, quel pays? Et quelle heure est-il chez vous? Savoir que vous m'écoutez, que je ne suis pas seule face à ce souvenir, me donne la force de continuer ce récit difficile. Tout a commencé à Montluçon, une ville ouvrière au centre de la France. C'est là que j'ai grandi, ou plutôt, c'est là que j'ai survécu, dans l'ombre écrasante de ma sœur, Maëva. La maison familiale à Montluçon était une vieille bâtisse des années 70, crépie de gris, avec ce papier peint floral jauni à l'intérieur qui semblait absorber toute la lumière et toute la joie. L'atmosphère y était toujours lourde, chargée de non-dits et de soupirs exaspérés. Mais avec l'arrivée de Loïc, l'air était devenu littéralement irrespirable, toxique. Dans notre maison, il y avait toujours eu 2 catégories d'enfants bien distinctes, l'enfant roi et le bouc émissaire. Maëva était le soleil autour duquel mes parents gravitaient, l'astre brillant qui ne pouvait rien faire de mal. Moi, Floriane, j'étais juste le satellite utilitaire, celle qui faisait les devoirs, le ménage, qui remplissait les papiers administratifs et qui ne demandait jamais rien. J'avais 25 ans à l'époque.
Je travaillais comme préparatrice de commandes dans un immense entrepôt logistique, un travail physique, épuisant, où je soulevais des cartons 8 heures par jour. Ce n'était pas le métier de mes rêves, mais je mettais chaque centime de côté pour reprendre mes études d'art. Maëva, elle, avait 23 ans. Elle ne travaillait pas. Elle se cherchait, comme elle aimait le dire. Selon mes parents, elle était trop sensible, trop artiste pour le monde du travail brutal. En réalité, elle passait ses journées à dormir jusqu'à midi et ses nuits à faire la fête. L'équilibre précaire de notre famille a basculé définitivement le jour où Maëva a ramené Loïc à la maison. Loïc n'était pas seulement un mauvais garçon classique. C'était un prédateur. Il avait ce regard fuyant, huileux, ce sourire en coin qui ne présageait rien de bon, et des tatouages mal faits sur les mains. Mais pour mes parents, aveuglés par l'amour inconditionnel et pathologique qu'il portait à ma sœur, Loïc était un incompris, une âme blessée par la vie. Loïc s'était pratiquement installé chez nous sans jamais y être officiellement invité. Il arrivait pour le déjeuner, mettait les pieds sous la table, critiquait la cuisson de la viande, restait pour le dîner, et souvent, je le trouvais le matin, torse nu dans la cuisine, buvant le café que j'avais préparé pour mon père. Gérard, mon père, qui était d'habitude si strict sur les règles, les principes et la politesse, ne disait rien. Absolument rien. Il a eu une enfance difficile, Floriane, sois plus tolérante, ouvre ton cœur, me répétait ma mère, Sylviane, chaque fois que je soulignais poliment que Loïc ne contribuait à rien, ni financièrement, ni aux tâches ménagères. Puis, les disparitions ont commencé. Au début, c'était subtil, presque imperceptible. Un billet de 20 € qui traînait sur la commode de l'entrée pour payer le boulanger. Des pièces jaunes dans le vide-poche. Mes parents mettaient ça sur le compte de leur propre distraction. Je deviens vieille, je perds la tête, disait ma mère en riant nerveusement, cherchant ses lunettes qu'elle avait sur le nez. Mais très vite, les vols sont devenus plus audacieux, plus personnels. Une bouteille de cognac hors d'âge que mon père gardait religieusement pour une grande occasion, peut-être mon mariage ou sa retraite, a disparu de la cave. Quand mon père a remarqué le vide sur l'étagère poussiéreuse, il s'est tourné vers moi, le visage fermé. « Floriane, tu as invité des amis quand nous n'étions pas là ?» a-t-il demandé, le sourcil froncé, la suspicion évidente dans sa voix. J'étais stupéfaite, la bouche entr'ouverte. « Papa, tu sais bien que je travaille en 3-8 à l'entrepôt. Je rentre, je dors, je repars. Je n'ai pas le temps pour des fêtes, et encore moins pour boire ton cognac. » MMH, a-t-il grogné, clairement peu convaincu, jetant un coup d'œil méfiant à mes mains. Pendant ce temps, Maëva et Loïc échangeaient des regards complices, des sourires étouffés derrière leurs mains, comme deux collégiens ayant fait une bêtise. Ils avaient toujours de l'argent liquide pour des paquets de cigarettes, pour de l'essence, pour des sorties au cinéma, alors qu'aucun des deux ne travaillait et que mes parents ne leur donnaient pas autant. Cela aurait dû être évident. Cela aurait dû crever les yeux. Mais l'aveuglement volontaire de mes parents était une forteresse imprenable, bâtie sur des années de déni. Le point de bascule fut la disparition du collier de perles. C'était un bijou modeste mais ancien, le seul héritage véritable que ma grand-mère maternelle avait laissé à ma mère. Elle y tenait comme à la prunelle de ses yeux, le sortant seulement pour le nettoyer. Un soir de février, en rentrant du travail, épuisée, j'ai trouvé ma mère en larmes dans le salon, effondrée sur le fauteuil. La boîte à bijoux en velours bleu était ouverte sur ses genoux, vide. Mon collier. Il a disparu. On m'a volé mon collier, sanglotait-elle, son corps secoué de spasmes. Je me suis immédiatement tournée vers Maëva. Elle était assise sur le canapé, en train de limer ses ongles avec une nonchalance qui me donnait envie de hurler. Elle ne semblait pas du tout affectée par la détresse de notre mère. Loïc n'était pas là. Où est Loïc ? Ai-je demandé sèchement, ma voix tremblant de colère. Maëva a levé les yeux au ciel, soufflant bruyamment. Quoi ? Tu vas encore accuser mon copain ? T'es juste jalouse, Floriane. Jalouse parce que moi j'ai quelqu'un qui m'aime, et toi, tu es seule, vieille fille et aigrie. Je ne suis pas jalouse, Maëva. Des objets disparaissent depuis qu'il a mis les pieds ici. Ouvre les yeux. Ce type te manipule et il nous vole. C'est là que mon père est intervenu, sa voix tonnant dans le petit salon. Ça suffit, Floriane. Arrête de t'en prendre à ta sœur avec ta méchanceté habituelle. Loïc est un garçon gentil, un peu paumé mais gentil. Si le collier a disparu, c'est peut-être qu'il a été mal rangé, ou
Il n'a pas fini sa phrase, mais son regard pesant sur moi en disait long. Il cherchait un coupable, et il ne voulait pas que ce soit sa précieuse Maëva ou son protégé. Quelques jours plus tard, j'ai surpris Loïc sortant furtivement de la chambre de mes parents. Il a sursauté violemment en me voyant dans le couloir sombre. « Qu'est-ce que tu faisais là ?» lui ai-je lancé, bloquant le passage. Il s'est approché de moi, envahissant mon espace personnel, son haleine empestant le tabac froid et l'alcool bon marché. Je cherchais les toilettes. « T'as un problème, la boniche ?» Je sais ce que tu fais, Loïc. Et je vais le prouver. Je ne te laisserai pas détruire ma famille, ai-je murmuré, le cœur battant à tout rompre dans ma poitrine. Il a ri. Un rire froid, méchant, qui m'a glacé le sang. Personne ne te croira. T'es personne ici. Maëva est la princesse. Toi? T'es juste l'ombre. Fais gaffe à toi, Florian. Si tu joues à ça, tu vas perdre. J'aurais dû avoir peur. J'aurais dû me taire. Mais ce soir-là, j'ai décidé de parler à mes parents une bonne fois pour tout le lendemain matin. Je voulais sauver ma famille de ce parasite. Je ne savais pas que ma tentative de vérité allait sceller mon destin. Maëva, sentant le danger, avait déjà préparé son coup. Elle n'allait pas attendre que je parle. Elle allait frapper la première, et elle allait frapper pour tuer. Le lendemain matin, un samedi gris et neigeux, je fus réveillé non pas par la douce lumière du jour ou par mon réveil, mais par des cris hystériques qui semblaient provenir de l'enfer. C'était la voix de Maëva, une plainte aiguë, déchirante, conçue pour alerter tout le quartier. Je suis descendu les escaliers 4 à 4, le cœur au bord des lèvres, encore en pyjama, les pieds nus sur le carrelage froid. Dans le salon, la scène qui m'attendait ressemblait à une pièce de théâtre tragique mal jouée, mais aux conséquences bien réelles. Maëva était effondrée dans les bras de ma mère, pleurant à chaudes larmes, son visage enfoui dans le gilet de laine de Sylviane. Mon père se tenait debout au milieu de la pièce, tel un juge d'instruction, tenant un sac de sport à la main. Un sac que je reconnaissais instantanément, c'était mon vieux sac de gym du lycée, celui que je gardais sous mon lit. « Comment as-tu pu ?» hurla mon père en me voyant arriver. Sa voix fit trembler les bibelots sur la cheminée. Ses yeux étaient injectés de sang, une veine pulsait dangereusement sur sa tempe. « De quoi tu parles ?» balbutiai-je, encore à moitié endormi, essayant de comprendre ce tribunal improvisé. Gérard renversa le sac sur la table basse en verre. Dans un bruit de cliquetis métallique insupportable, des objets se déversèrent. Le fameux collier de perles de ma mère. La montre en or que mon père croyait perdue. Une liasse de billets froissés. Et même une petite bague en argent que Maëva prétendait avoir perdue à la piscine des mois plus tôt. Le monde s'arrêta de tourner. Le silence qui suivit le bruit des objets tombant sur le verre fut assourdissant. Je fixais le butin, incapable de respirer, mon cerveau refusant d'assimiler l'image. J'ai trouvé ça sous son lit, octa Maëva entre deux sanglots simulés, levant un visage baigné de larmes vers notre père. Je cherchais mon chargeur de téléphone, je pensais l'avoir laissé dans sa chambre, et j'ai vu le sac. Maman, je suis désolée. Je ne voulais pas croire que c'était Floriane, mais elle a toujours été si jalouse de nous. Elle a dit l'autre jour qu'elle voulait se payer un appartement de luxe pour partir loin de vous, qu'elle en avait marre de vos règles. C'était un mensonge si énorme, si grotesque, si éloigné de ma personnalité que j'ai presque ri nerveusement. C'est faux. C'est totalement faux. Criai-je, la panique montant en moi comme une marée noire. Je n'ai jamais touché à ça. C'est elle. C'est Loïc. Ils ont mis ça dans ma chambre pour me piéger parce que j'ai menacé de tout dire hier soir. Je m'avançai vers ma mère, les mains tendues, cherchant du soutien, cherchant un regard de compréhension. Maman, regarde-moi. Tu me connais. Je suis Floriane. Je travaille dur depuis mes 16 ans. Je n'ai jamais volé un centime de ma vie. Je vous donne une partie de mon salaire pour les courses. Pourquoi je volerais tes bijoux ? Sylviane détourna le regard, serrant Maëva plus fort contre elle, comme pour la protéger d'une maladie contagieuse. Les preuves sont là, Floriane. Sous ton lit. Dans ta chambre. Sa voix était froide, tranchante, dénuée de toute affection maternelle. Tu es une voleuse. Tu as volé ta propre famille. Tu as profité de notre confiance. Non.
C'est une mise en scène. C'est Loïc. Insistai-je, ma voix montant dans les aigus. C'est alors que mon père s'approcha de moi. Je n'eus pas le temps de reculer. Sa main partit avec une violence inouïe et une gifle monumentale s'écrasa sur ma joue gauche. Le bruit de l'impact claqua comme un coup de fouet. La douleur fut immédiate, brûlante, irradiant dans toute ma mâchoire, mais le choc émotionnel fut 1000 fois pire. Mon père ne m'avait jamais frappé. Jamais. C'était la rupture définitive. Je portais la main à ma joue, les larmes montant aux yeux, non pas de douleur physique, mais d'humiliation pure. Je regardais cet homme que j'avais respecté, et je ne voyais plus qu'un étranger rempli de haine. « Je ne veux pas d'une criminelle sous mon toit, dit-il d'une voix basse, tremblante de rage contenue, ce qui était encore plus terrifiant que ses cris. Tu as 1 heure pour faire tes valises. Et estime-toi heureuse que je n'appelle pas la police par respect pour le nom que tu portes. Papa, s'il te plaît, écoute-moi, c'est une erreur. Ta gueule. Rugit-il, postillonnant de colère. N'aggrave pas ton cas avec tes mensonges. Disparais. Je ne veux plus jamais voir ton visage. Je suis montée dans ma chambre, les jambes flageolantes, la vision brouillée par les larmes. J'ai jeté quelques vêtements dans une valise, mes mains refusant d'obéir, attrapant des pulls au hasard, oubliant mes affaires de toilette, mes livres, mes souvenirs. Je n'arrivais pas à croire que c'était réel. 25 ans de vie commune, de dévouement, d'obéissance, effacés en 5 minutes par une accusation mensongère d'une sœur manipulatrice et d'un petit ami drogué. Quand je suis redescendue, personne ne m'a regardé. Maëva avait un petit sourire en coin, victorieux, dissimulé derrière un mouchoir en papier. Elle me regardait du coin de l'œil, vérifiant que je partais bien. Elle avait gagné. Elle avait protégé son petit ami délinquant, elle avait gardé l'argent qu'ils avaient probablement déjà dépensé, et elle s'était débarrassée du seul témoin gênant, tout en passant pour la victime héroïque qui avait découvert la vérité. Mon père a ouvert la porte d'entrée. Dehors, la neige tombait drue. Un froid de février mordant s'engouffra dans le couloir. « Rends tes clés », ordonna-t-il, la main tendue. Je les ai posées sur le meuble de l'entrée, à côté du vide-poche qui avait servi de premier indice. Il a pris ma valise et l'a jetée sur le perron, dans la neige boueuse. Le tissu s'est immédiatement imprégné d'eau sale. Ne reviens jamais. Tu es morte pour nous. Oublie que tu as une famille. La porte a claqué. Le bruit sec de la serrure qui se verrouille a été le son le plus définitif, le plus violent de ma vie. Je me suis retrouvée seule, dans le froid, sans manteau chaud car je l'avais oublié dans la précipitation, sans endroit où aller, marquée au fer rouge par l'injustice. C'est le moment précis où ma vie a basculé dans le néant. J'étais innocente, mais condamnée par ceux qui auraient dû me protéger envers et contre tout. Mettez-vous à ma place un instant, je vous en supplie. Si votre famille, votre sang, vous trahissait de cette manière aussi brutale, que feriez-vous? Auriez-vous essayé de forcer la porte pour vous expliquer, de crier à la fenêtre, ou seriez-vous parti comme moi, la dignité en miettes mais la tête haute pour ne pas leur donner le plaisir de vous voir supplier? Dites-le moi en commentaire. Votre avis m'intéresse vraiment, car j'ai souvent douté de ma réaction ce jour-là. Je suis montée dans ma vieille Peugeot 206 grise. Le moteur a toussé plusieurs fois avant de démarrer, comme s'il hésitait lui aussi à partir. J'ai regardé une dernière fois la fenêtre du salon. Le rideau a bougé légèrement. Je savais que c'était Maëva qui me regardait partir, savourant son triomphe. Je ne savais pas encore que leur cruauté ne s'arrêterait pas là, et que ce départ n'était que le début de ma descente aux enfers. Les premières nuits furent les plus longues et les plus terrifiantes de mon existence. Dormir dans une voiture en plein hiver n'est pas seulement inconfortable, c'est une torture physique et mentale lente. Ma Peugeot 206 était devenue mon unique univers, ma chambre, ma cuisine, mon dressing et mon abri précaire. Je garais la voiture sur des parkings de supermarchés isolés en périphérie de la ville, ou dans des zones industrielles désertes, me recroquevillant sur la banquette arrière sous toutes les couches de vêtements que je possédais, essayant désespérément de conserver le peu de chaleur corporelle qui me restait. La condensation gelait sur les vitres à l'intérieur, formant des motifs de glace qui me rappelaient que je n'étais protégée de rien. Chaque matin, je me réveillais vers 4 heures à cause du froid, les membres engourdis, les dents claquant à s'en briser la mâchoire, et une douleur sourde dans le dos qui ne me quittait plus. Mais le pire n'était pas le froid, ni la faim qui me tordait l'estomac. C'était la honte. Une honte gluante, omniprésente.
Je me lavais dans les toilettes publiques des stations-service ou des fast-foods, faisant ma toilette au lavabo avec de l'eau glacée et du savon liquide bas de gamme, sous le regard méprisant ou suspicieux des passants. J'étais devenue une de ces personnes invisibles que l'on évite du regard, une paria. J'avais encore mon travail à l'entrepôt, Dieu merci, mais sans adresse fixe et sans douche régulière, il devenait extrêmement difficile de maintenir les apparences. Mes vêtements commençaient à sentir le renfermé. Mes collègues commençaient à me jeter des regards en biais, à chuchoter quand je passais. J'inventais des histoires abracadabrantes de dégâts des eaux chez moi, de travaux de rénovation qui s'éternisaient, pour justifier mon allure négligée et ma fatigue chronique. Pour m'en sortir, pour espérer louer un jour un studio, j'ai cherché un deuxième emploi. Je dormais 4 heures par nuit, je ne pouvais pas me permettre de flancher. J'ai trouvé une place de plongeuse et d'aide boulangère le week-end dans une petite boulangerie artisanale du centre-ville. La patronne, Madame Leroux, était une femme sévère, ancienne école, mais juste. Elle me laissait emporter les invendus le soir, baguettes trop cuites, croissants rassis. Ce pain dur était souvent mon seul repas de la journée. Je le mangeais dans ma voiture, en pleurant, en pensant au dîner chaud que ma famille partageait sûrement sans moi. Je commençais à reprendre un tout petit peu espoir. Je calculais frénétiquement qu'en économisant 3 mois de salaire complet, en ne dépensant rien, je pourrais payer la caution et le premier mois de loyer d'un studio meublé. Je voyais une lueur, un bout du tunnel. Mais j'avais tragiquement sous-estimé la haine viscérale de ma sœur. Elle ne voulait pas seulement me voir partir, elle voulait me voir détruite. Un après-midi pluvieux, alors que je nettoyais la vitrine de la boulangerie, j'ai vu passer la voiture de mon père au ralenti. Maëva était assise côté passager. Nos regards se sont croisés pendant une fraction de seconde. J'ai vu ses yeux s'écarquiller de surprise, puis un sourire mauvais, carnassier, s'étirer sur ses lèvres rouges. Elle m'avait vu. Elle savait que je n'étais pas morte, que je ne mendiais pas, que je survivais. Et pour elle, c'était inacceptable. Ma résilience était une insulte à sa victoire. 2 jours plus tard, Madame Leroux m'a convoquée dans son petit bureau encombré à l'arrière-boutique. L'odeur de farine et de levure, habituellement réconfortante, me sembla soudain étouffante. Elle avait l'air gênée, triturant son tablier, évitant mon regard. « Floriane, je vais devoir mettre fin à ta période d'essai, immédiatement, dit-elle sèchement, sans préambule. Je sentis mon sang se glacer. « Mais pourquoi, madame ?» demandai-je, la gorge serrée, les mains tremblantes. « Je suis toujours à l'heure, je travaille dur, j'ai même nettoyé la réserve hier sans que vous me le demandiez. » Elle soupira lourdement, l'air fatigué. J'ai reçu des appels. Des appels anonymes, mais très insistants. Une voix de jeune femme. On m'a dit que tu étais une voleuse pathologique, que tu avais dépouillé ta propre famille de ses bijoux et de son argent, et que tu étais recherchée par la police mais que tu te cachais. On m'a dit de surveiller ma caisse et mes stocks. Je sentis le sol se dérober sous mes pieds. C'était comme recevoir la gifle de mon père une seconde fois. Madame Leroux, je vous le jure, c'est faux. C'est ma sœur, elle me déteste, c'est une vengeance personnelle, une vendetta familiale sordide. Je n'ai jamais rien volé. Je ne peux pas prendre de risques, Floriane, coupa T.L., levant la main pour m'arrêter. J'ai une petite entreprise. La réputation, c'est tout ce que j'ai. Je ne peux pas avoir d'histoire de police ou de vol ici. Tiens, voilà ton solde de tout compte en espèces. Pars, s'il te plaît. Et ne reviens pas. Je suis sortie de la boulangerie sous la pluie battante, mon enveloppe maigre à la main, les larmes se mêlant aux gouttes d'eau sur mes joues. Maëva ne voulait pas seulement que je parte. Elle voulait m'anéantir socialement. Elle voulait s'assurer que je ne puisse jamais me relever, de peur que je devienne une menace pour son mensonge. Elle voulait que je sois une épave. Ce soir-là, dans ma voiture glaciale garée près d'un terrain vague, j'ai touché le fond. J'ai hurlé de rage, un cri primal, frappant le volant jusqu'à ce que mes mains saignent et que mes jointures enflent. J'ai pensé à tout abandonner. À quoi bon lutter? À quoi bon être honnête si le monde récompense les menteurs? J'ai regardé les phares des camions passer sur l'autoroute au loin et j'ai eu des pensées noires, très noires. Mais au milieu de ce désespoir noir comme l'encre, une étincelle s'est allumée. Une colère froide, précise, chirurgicale. Je n'allais pas leur donner ce plaisir. Je n'allais pas mourir de froid dans cette voiture pour satisfaire l'ego de ma petite sœur pourri gâtée. Si je mourais ici, ils gagneraient.
Il raconterait que j'étais folle, que j'avais mal tourné. Non. Je devais vivre. Je devais réussir. Mais pour ça, je devais partir. Loin. Très loin. Là où leur poison ne pourrait plus m'atteindre, là où personne ne connaissait le nom de ma famille. J'ai ouvert la boîte à gants, sorti une vieille carte routière de France déchirée aux pliures. J'ai fermé les yeux, pris une grande inspiration, et posé mon doigt au hasard sur le papier. J'ai rouvert les yeux. Mon doigt était posé sur la région Rhône-Alpes. Annecy. La Haute-Savoie. Les montagnes. La frontière. J'ai démarré la voiture. J'avais juste assez d'essence pour y arriver si je roulais à l'économie. Je laissais Montluçon, mon enfance et ma prétendue famille derrière moi. Je pensais que c'était la fin de l'histoire, que je fuyais vers l'oubli. Mais je me trompais. Le destin, dans son ironie, allait me réserver une renaissance inespérée, avant de me confronter une dernière fois à mes démons. Arriver à Annecy fut comme débarquer sur une autre planète, dans un autre monde. L'air y était plus pur, plus vif. Les montagnes majestueuses, au sommet encore enneigé, semblaient veiller sur la ville comme des gardiens silencieux. Et le lac, cette étendue d'eau turquoise, cristalline, avait quelque chose d'apaisant, de purifiant, qui contrastait violemment avec la grisaille industrielle de mon passé. Mais la beauté du paysage ne remplissait pas l'estomac et ne chauffait pas l'habitacle d'une voiture. J'ai dormi dans ma 206 pendant encore 3 semaines interminables, me garant près des campings pour utiliser leur douche discrètement, ou me lavant dans le lac à l'aube quand personne ne regardait. Je cherchais du travail partout, frappant à toutes les portes, prête à tout accepter, du ménage à la plonge. Un jour, errant dans les vieilles rues pavées de la ville, je suis passé devant un vieil atelier artisanal, une échoppe qui semblait hors du temps. L'enseigne en bois peint indiquait céramique et restauration fort. À travers la vitrine poussiéreuse, j'ai vu un vieil homme aux cheveux blancs en bataille, penché sur une table, peignant minutieusement une assiette cassée avec un pinceau fin comme un cheveu. Fasciné, je suis resté planté là, le nez collé à la vitre. J'avais toujours aimé les travaux manuels, la précision, le calme. C'était la seule chose que ma mère ne critiquait pas quand j'étais petite, mes mains habiles. L'homme a levé les yeux, a ajusté ses lunettes loupe, m'a vu, et au lieu de me chasser comme une vagabonde, il m'a fait signe d'entrer. C'était Monsieur Faure. Il a vu au-delà de mes vêtements froissés, de mes cheveux ternes et de mes cernes profonds. Il a vu la détresse dans mes yeux, mais il a aussi vu l'envie, la curiosité. Tu cherches du travail ou tu cherches juste à te réchauffer, gamine ? A-t-il demandé avec une voix bourrue, rocailleuse, mais des yeux rieurs et bienveillants. Les deux, monsieur, ai-je répondu honnêtement, ma voix se brisant légèrement. Il m'a scruté un instant, puis il m'a tendu un balai. Commence par l'atelier. C'est un foutoir ici. On verra si tu as la main et si tu sais respecter les objets. Je n'ai plus jamais quitté cet atelier. Monsieur Faure est devenu le père que je n'avais jamais eu, ou celui que j'avais perdu. Il m'a appris l'art délicat de la restauration de céramique, comment nettoyer, comment recoller les morceaux d'une histoire brisée pour en faire quelque chose de nouveau, de plus beau, de plus fort. La méthode Kintsugi, disait-il parfois, l'art de sublimer les blessures avec de l'or. C'était une métaphore parfaite de ma vie. Je me reconstruisais, éclat par éclat, fissure après fissure. 3 ans ont passé. J'étais devenue une experte, une artisane reconnue. Je gagnais bien ma vie, les clients fortunés d'Annecy et de Genève nous confiaient des pièces inestimables. Je louais un joli appartement lumineux avec vue sur le canal du Thiou. J'avais effacé Montluçon de ma mémoire quotidienne, ou du moins, j'essayais de toutes mes forces. C'est là, dans cet atelier imprégné d'odeurs de térébenthine et d'argile, que j'ai rencontré Cyprien. Il est entré un mardi pluvieux de novembre. Il était architecte paysagiste, un homme grand, avec un sourire timide qui illuminait son visage et des mains abîmées par la terre, comme les miennes. Il venait faire restaurer un vase galéancien pour l'anniversaire de sa mère. Nous avons discuté pendant 1 heure, non pas du vase, mais de la lumière, des textures, de la patience. Puis il est revenu la semaine suivante pour voir l'avancement. Et celle d'après. Notre amour n'a pas été un coup de foudre explosif comme dans les films, mais une construction lente, solide et durable, comme la cuisson d'une poterie au four. Cyprien était doux, à l'écoute, incroyablement stable. Et surtout, il avait une famille aimante, soudée, normale, sans drame.
Quand il m'a présenté à ses parents et à sa sœur, Garance, j'étais terrifiée, l'estomac noué. J'avais peur d'être rejetée, peur qu'il voie en moi la fille brisée qui avait dormi dans une voiture. Mais ils m'ont accueillie à bras ouverts, avec chaleur et simplicité. Garance, qui était une avocate redoutable à Lyon, est devenue ma meilleure amie, la confidente et la sœur que j'aurais dû avoir depuis toujours. Cependant, je gardais un secret, une ombre au tableau. Je n'avais jamais raconté à Cyprien toute la vérité sur mon départ précipité. Je lui avais dit que je n'avais plus de contact avec ma famille, que c'était compliqué, que nous nous étions éloignés. J'avais trop honte d'avouer que j'avais été accusée de vol, traitée de criminelle, que j'avais été SDF. J'avais peur qu'il me juge, qu'une petite voix en lui pense s'il n'y a pas de fumée sans feu. 5 ans après mon départ de l'enfer, Cyprien m'a demandé en mariage au bord du lac, lors d'un coucher de soleil flamboyant. J'ai dit oui en pleurant de joie, incapable de croire à ma chance. Nous avons acheté une magnifique maison traditionnelle savoyarde à rénover sur les hauteurs d'Annecy-le-Vieux. La vie était parfaite. J'étais riche d'amour, de sécurité, et oui, financièrement très à l'aise grâce à mon travail acharné et à la réussite de Cyprien. Mais le passé a cette fâcheuse habitude, presque perverse, de remonter à la surface quand on s'y attend le moins, quand on baisse la garde. Tout a basculé lors d'un voyage professionnel à Lyon pour une exposition. J'ai croisé par pur hasard, au détour d'une allée, ma tante Muriel, la sœur de mon père. La seule personne de cette famille maudite qui avait toujours été un peu gentille avec moi. Elle m'a reconnu malgré mes vêtements élégants, ma confiance en moi et ma nouvelle coupe de cheveux. Nous avons pris un café, mes mains tremblaient autour de la tasse. Elle me regardait comme si elle voyait un fantôme. Floriane. Dieu merci, tu vas bien. Tes parents, ils disent à tout le monde à Montluçon que tu as fui avec un dealer, que tu as mal tourné. J'ai ri jaune, un rire amer. C'est leur version pour sauver la face. Floriane, il faut que tu saches, dit-elle en baissant la voix, se penchant vers moi. Ils savent. Ils savent que tu es innocente. Ils le savent depuis le début. Je me suis figée, le souffle coupé. Quoi? Que veux-tu dire? Muriel soupira, l'air accablé. 2 semaines après ton départ, Loïc a été arrêté pour un gros trafic de stupéfiants. La police a perquisitionné la maison de tes parents. Ils ont trouvé des preuves accablantes dans la chambre de Maëva. Elle stockait la marchandise pour lui. Loïc a tout avoué en garde à vue, y compris les vols dans la maison, le cognac, le collier, tout ça pour payer ses dettes de jeu et sa consommation. Et mes parents? Balbutiai-je. Ils ont paniqué. Ils ont payé un avocat très cher, un ténor du barreau, pour que Maëva n'aille pas en prison. Ils ont tout fait pour étouffer l'affaire, pour sauver leur réputation dans le quartier. Ils savaient que c'était Loïc et Maëva qui avaient volé le collier. Ils savaient que tu n'avais rien fait, que tu étais la victime. Pourquoi ne m'ont-ils pas appelé? Pourquoi ne m'ont-ils pas cherché? Pourquoi ne m'ont-ils pas demandé de revenir? Ai-je murmuré, les larmes chaudes coulant sur mes joues. Parce que Gérard est trop fier. Admettre ton innocence revenait à admettre qu'ils avaient tort, qu'ils avaient commis une injustice monstrueuse, et que leur petite princesse Maëva était une délinquante complice. Ils ont préféré te sacrifier, te laisser dans la nature, plutôt que de ternir l'image de la famille parfaite et d'avouer leur erreur. Cette révélation a transformé ma tristesse résiduelle en une haine pure, incandescente, volcanique. Ils savaient. Ils m'avaient laissé dormir dans la rue, ils m'avaient laissé perdre mon emploi, alors qu'ils connaissaient la vérité. Ce n'était plus de l'injustice ou de l'aveuglement, c'était de la malveillance pure, calculée. C'était impardonnable. Je suis rentrée à Annecy dans un état second, conduisant machinalement, la rage bouillonnant dans mes veines. J'ai tout raconté à Cyprien dès mon arrivée. Pour la première fois, je n'ai rien caché, pas le moindre détail sordide. La voiture glaciale, la faim, l'accusation, la honte et la terrible révélation de tante Muriel. Cyprien m'a écouté sans m'interrompre, son visage passant de la surprise à l'horreur, puis à une colère froide. Quand j'ai fini, il m'a prise dans ses bras, me serrant si fort que j'ai cru qu'il voulait me fusionner à lui. Il a pleuré avec moi. Ils ne t'approcheront plus jamais, m'a-t-il promis, sa voix vibrant contre ma poitrine. Tu es ma famille maintenant. Il n'existe plus. Garance, mise au courant, était furieuse avec son esprit d'avocate. C'est monstrueux. C'est de la non-assistance à personne en danger.
S'il tente quoi que ce soit, je les détruis légalement, je te le jure sur ma robe d'avocate, a-t-elle déclaré. Nous pensions être en sécurité, protégés par la distance et le silence. Mais tante Muriel, dans sa naïveté touchante mais catastrophique, avait posté une photo de nous deux au café sur son Facebook, avec la légende tellement heureuse d'avoir retrouvé ma nièce Floriane, future mariée radieuse à Annecy. Une belle vie l'attend. Elle n'avait pas pensé à bloquer mes parents. Elle pensait peut-être naïvement que cela les adoucirait. Le lendemain, mon téléphone, dont j'avais gardé le numéro par superstition ou par oubli, a vibré. Une erreur fatale. Un numéro inconnu. Puis un autre. Puis une avalanche de messages sur Messenger. C'était Maëva. Salut sœurette. Ça fait un bail. Tante Muriel a dit que tu te mariais? Félicitations. On a vu les photos de ta maison sur le profil de ton mec, ça a l'air grand, dis donc. Papa et maman seraient ravis de te revoir. Le passé c'est le passé, non? On était jeunes. Bisous. Je relisais le message, incrédule. Aucune excuse. Aucun remords. Juste une observation matérialiste sur la taille de ma maison et une minimisation abjecte de ce qu'il m'avait fait subir. On était jeunes? J'avais dormi dehors. Puis, un message de ma mère, plus manipulateur encore Floriane, ma fille, Dieu soit loué. Nous avons tant prié pour toi. Nous sommes vieux et fatigués maintenant, la santé de ton père décline. La famille doit se réunir, c'est sacré. Nous viendrons te voir pour le mariage. J'ai bloqué les numéros immédiatement, les mains tremblantes. Mais ils ont continué. Ils étaient comme une hydre à qui on coupe une tête. Ils ont créé de faux comptes. Ils ont contacté Cyprien via son site professionnel d'architecte. Ils ont même appelé l'atelier de Monsieur Faure en se faisant passer pour des clients. Ils répandaient des rumeurs infectes à Montluçon, disant que j'étais devenue une parvenue riche et égoïste qui laissait ses pauvres parents âgés mourir de faim. La réalité était bien plus sordide et pathétique. J'ai appris par Muriel que mes parents avaient tout perdu. Ils avaient vendu la maison familiale, celle dont j'avais été chassée, pour payer les dettes colossales de Maëva, qui continuait à vivre au-dessus de ses moyens, à acheter des vêtements de marque et à fréquenter des types louches. Ils vivaient maintenant dans un petit HLM humide, aigri, endetté jusqu'au cou. Pour eux, je n'étais pas une fille retrouvée, un enfant prodigue. J'étais un ticket de loterie gagnant. J'étais leur plan retraite, leur bouée de sauvetage financière. La pression montait de jour en jour. Ils menaçaient de venir faire un scandale à mon travail ou à celui de Cyprien si je ne les voyais pas. Je ne dormais plus. Cyprien et moi avons décidé, la mort dans l'âme, de prendre les devants. Nous avons accepté de les rencontrer une seule fois, dans un restaurant neutre, un grill routier à mi-chemin entre Montluçon et Annecy, pour mettre les choses au clair une fois pour toutes et leur interdire de nous approcher. Je voulais les regarder dans les yeux et leur dire que je savais tout. Je voulais voir s'il restait une once d'humanité, une miette de regret en eux. Quelle erreur monumentale. On ne négocie pas avec des terroristes émotionnels. On ne raisonne pas avec des sangsues. Le restaurant était un endroit impersonnel, bruyant, sentant la friture et le café brûlé. Cyprien était assis à côté de moi, sa main posée protectrice sur mon genou sous la table, une encre dans la tempête. Quand je les ai vus entrer, j'ai eu un choc physique. Ils avaient vieilli de 20 ans en 6 ans. La méchanceté et l'amertume les avaient consumés. Mon père, autrefois si imposant et terrifiant, était voûté, marchant difficilement avec une canne, le visage marqué par la coupe rose. Ma mère semblait éteinte, ses vêtements étaient usés et démodés. Seule Maëva semblait prospérer en apparence, elle portait des vêtements de marque Voyant, sans doute des contrefaçons ou achetés à crédit, et avait l'air toujours aussi arrogante, mâchant un chewing-gum la bouche ouverte. Ils se sont assis en face de nous. Pas de bonjour, pas d'embrassade, pas de larmes d'émotion. Juste des regards calculateurs. Tu as bonne mine, a dit ma mère, non pas comme un compliment, mais en scrutant avidement mes bijoux, ma bague de fiançailles en saphir, mon sac à main en cuir. Ça doit payer bien, la poterie, finalement. Je restaure des œuvres d'art, maman. Et Cyprien est architecte, ai-je corrigé froidement, refusant de l'appeler maman dans ma tête. Maëva a ricané, un son désagréable. Ouais, t'as bien réussi ton coup, la sainte nitouche. Te trouver un mec riche pendant que nous, on galère dans la merde. C'est facile la vie pour toi.
Je sentis la colère monter, une bouffée de chaleur. Si vous galérez, c'est à cause de vos choix, Maeva. Pas des miens. Personne ne t'a obligé à fréquenter un dealer et à voler tes parents. Mon père a tapé du poing sur la table, faisant teinter les verres et tourner les têtes des autres clients. Respecte ta sœur. Elle a traversé des épreuves difficiles. Loïc l'a manipulée, c'était une victime. Et vous? Ai-je rétorqué, ma voix tremblant de rage contenue, mais montant en puissance. Et moi? Vous saviez que j'étais innocente. Muriel m'a tout dit. Vous saviez que c'étaient eux les voleurs, 2 semaines après m'avoir jeté dans la neige comme un chien. Et vous n'avez rien fait. Vous m'avez laissé dehors. Un silence pesant s'installa à notre table. Ma mère a baissé les yeux, tripotant sa serviette en papier, mais mon père a soutenu mon regard, sans aucune honte, avec une arrogance stupéfiante. On a fait ce qu'il fallait pour la famille, a-t-il dit avec aplomb, comme s'il énonçait une vérité universelle. Ta sœur était fragile, émotionnellement instable. Elle ne pouvait pas aller en prison, ça l'aurait tuée. Toi, Floriane, tu as toujours été forte, dure au mal. On savait que tu t'en sortirais, que tu rebondirais. C'était ton devoir de grande sœur de te sacrifier pour elle, de porter le fardeau. J'étais bouche bée, sidérée. Cette logique tordue, perverse, me donnait la nausée. Mon devoir? De dormir dans une voiture par -10 degrés? De manger des restes de poubelle? C'était ça mon devoir? Oh, arrête de faire la victime. Intervint Maeva, agressive. T'es là maintenant, t'es vivante, t'es riche. Nous, on n'a plus rien. Papa et maman vivent dans un trou à rats, ils ont vendu la maison. C'est là que la vraie raison de leur venue est sortie, obscène et nue. Nous avons vu sur Internet que vous avez acheté une grande maison à Annecy-le-Vieux, a dit ma mère, retrouvant une voix mielleuse et hypocrite qui me rappelait mon enfance. Il y a sûrement une dépendance ou des chambres d'amis que vous n'utilisez pas. Nous sommes tes parents, Floriane. L'obligation alimentaire envers les parents est inscrite dans la loi française. Nous exigeons d'emménager avec vous. Maeva aussi, bien sûr, elle ne peut pas rester seule, elle a besoin de soutien. Cyprien a failli s'étouffer avec son eau. Pardon? Vous plaisantez, j'espère? Après tout ce que vous avez fait? Qui êtes-vous pour nous parler, jeune homme? Cracha mon père. C'est une affaire de famille, de sang. Floriane nous doit tout. Nous l'avons nourrie, logée, éduquée pendant 25 ans. Maintenant, c'est à son tour de payer, de rendre l'appareil. On veut 50% de la maison à nos noms pour garantir notre sécurité et notre héritage, ou alors on emménage la semaine prochaine. C'est non négociable. C'était donc ça. Il ne voulait pas juste un toit ou une réconciliation. Il voulait la propriété. Il voulait me voler ma vie, mon succès, mon bonheur, encore une fois. Il voulait s'installer chez moi comme des parasites et me vider de ma substance. Cyprien s'est levé lentement. Il fait 1,90 m et quand il est en colère, il est impressionnant de calme froid. Écoutez-moi bien, dit-il d'une voix qui ne tolérait aucune réplique. Vous n'aurez rien. Pas un centime. Pas 1 m². Pas une miette de pain. Vous avez perdu votre fille le jour où vous l'avez jetée dehors. Vous n'êtes pas des parents, vous êtes des monstres. Si vous approchez encore d'elle, si vous essayez de venir à notre mariage, je vous garantis que vous le regretterez amèrement. J'ai les moyens de vous faire vivre un enfer juridique. Il a jeté un billet de 50 € sur la table pour payer nos consommations intactes, comme on jette une pièce à un mendiant. Venez, Floriane. On part. On a fini ici. En sortant, j'entendis Maeva crier derrière nous. Hystérique, tu vas payer pour ça, salope. On sera à ton mariage, que tu le veuilles ou non. On a des droits. Je tremblais de tout mon corps dans la voiture sur le chemin du retour. Ils ne s'arrêteront pas, Cyprien. Ils sont fous. Je sais, dit-il en serrant ma main, les yeux fixés sur la route. Mais nous serons prêts. Nous ne les laisserons pas gagner. Nous avons engagé une sécurité privée pour le mariage, des anciens gendarmes. Garance a préparé des dossiers juridiques préventifs. Nous pensions avoir tout prévu, tout blindé. Mais nous n'avions pas prévu l'audace, la folie pure de leur coup d'éclat final.
Les semaines précédant le mariage furent un enfer psychologique, une guerre des nerfs. Je sursautais à chaque sonnerie de téléphone. Je recevais des lettres anonymes découpées dans des journaux, des appels silencieux au milieu de la nuit où j'entendais juste une respiration lourde. Mais nous avons tenu bon, soudés comme jamais. Le grand jour est enfin arrivé. Le château d'Annecy était magnifique, décoré de fleurs blanches, d'eucalyptus et de touches d'or. Le soleil brillait, le lac scintillait. Tout semblait parfait. Mais comme je vous l'ai dit au début, la matinée a commencé par cette maudite lettre d'huissier, livrée comme une bombe à retardement au petit déjeuner. Garance l'a lue pendant que je me faisais coiffer, alors que la maquilleuse essayait de cacher mes cernes de stress. Le visage de ma belle-sœur s'est décomposé, passant de la curiosité à la stupéfaction, puis elle a éclaté d'un rire nerveux, presque effrayant. « Ils sont incroyables », a-t-elle dit, secouant la tête. Ils t'assignent en justice pour non-assistance à personne en danger et réclament une pension alimentaire de 2 000 € par mois, plus une part de la maison au titre de dommages et intérêts pour abandon moral et préjudice affectif. C'est juridiquement bancal, c'est du grand n'importe quoi, mais c'est fait pour t'intimider le jour J, pour te faire craquer psychologiquement avant l'hôtel. Ils veulent gâcher ma journée, ai-je murmuré, les larmes aux yeux, sentant mon maquillage menacé de couler. Ils veulent que je sois triste. Ils ne gâcheront rien, a dit Garance fermement, posant ses mains sur mes épaules. Laisse-moi faire. Aujourd'hui, je ne suis pas seulement ta demoiselle d'honneur, je suis ton avocate, ton chien de garde. Et je vais me faire un plaisir sadique de les détruire s'ils osent se montrer. La cérémonie a commencé. J'étais anxieuse, le cœur battant, scrutant chaque visage dans l'assemblée, cherchant une menace. Mais tout se passait bien. L'échange des vœux fut émouvant. Cyprien, les yeux dans les yeux, m'a promis de me protéger pour toujours, et je savais qu'il le pensait vraiment. J'ai commencé à me détendre, à croire que peut-être ils avaient abandonné. Puis vint la réception. Le dîner, les discours, les rires. Nous étions en train de couper le gâteau, une magnifique pièce montée, quand une agitation soudaine a commencé à l'entrée de la salle de bal. Des éclats de voix, des bruits de lutte. Les agents de sécurité tentaient de barrer la route à 3 personnes, mais mon père, brandissant sa canne en bois comme une arme contondante, hurlait comme un possédé. C'est le mariage de ma fille. J'ai le droit d'entrer. Je suis le père. Appelez la police. Laissez-moi passer. Ils avaient réussi à passer le premier barrage de sécurité à l'entrée du domaine en prétendant être des livreurs pour le traiteur, une ruse vieille comme le monde. Ils ont fait irruption dans la salle de bal, bousculant des serveurs. Le silence est tombé instantanément, lourd, absolu. La musique s'est arrêtée dans un crissement désagréable. Maëva s'est avancée sous la lumière des projecteurs. Elle portait cette fameuse robe blanche. Une robe de mariée d'occasion, tachée au bas, mal ajustée, qu'elle avait dû trouver dans une friperie. C'était l'insulte suprême, le tabou ultime d'un mariage. Elle voulait être la mariée. Elle voulait voler mon moment. Bravo! A crié Maëva en applaudissant lentement, un son qui claquait dans le silence. Bravo la petite sainte! Tu te goinfres de gâteaux et de champagne pendant que tes parents crèvent de faim? Tu n'as pas honte? Mon père s'est avancé derrière elle, repoussant violemment un serveur qui essayait de s'interposer. Il a sorti un papier froissé de sa poche, le même genre de contrat délirant que j'avais reçu le matin. Signe ça, Florian. A-t-il aboyé, sa voix résonnant contre les murs de pierre. Signe que tu vas prendre soin de nous, que tu cèdes 50% de la maison, et on te laisse tranquille avec tes nouveaux amis riches. Sinon, on reste ici, on s'assoit, et on raconte à tout ce beau monde, à tous ces gens respectables, comment tu as abandonné ta famille handicapée et malade. On dira tout. C'était du chantage pur et simple. Une prise d'otage émotionnelle devant 150 témoins. Je me suis sentie petite, vulnérable, ramenée 6 ans en arrière. Je voulais disparaître, m'évaporer. Mais Cyprien m'a tenu le bras, solide comme un roc. Et Garance s'est levée de la table d'honneur. Elle a pris le micro du DJ avec un calme olympien. Sa voix a résonné dans la salle, amplifiée, autoritaire, glaciale. « Mesdames et messieurs, a-t-elle dit. Puisque monsieur et madame désirent que tout le monde sache la vérité, nous allons la leur donner. Intégralement. » Garance s'est avancée vers eux, micro en main, telle une déesse de la justice antique, ses talons claquant sur le parquet ciré. Elle n'avait pas peur.
Elle était dans son élément. Vous parlez d'abandon? A-t-elle commencé, sa voix projetée clairement dans toute la salle. Parlons du 12 février 2018. Le jour où vous avez mis votre fille aînée dehors par -10 degrés, sous la neige, sans manteau, sans argent, pour un vol commis par votre autre fille, Maëva, ici présente. Un murmure d'indignation parcourut la salle comme une onde de choc. Maëva devint rouge écarlate, ses yeux lançant des éclairs. C'est faux. Elle ment. C'est une manipulatrice. J'ai ici, continua Garance en sortant son téléphone connecté au système audio par Bluetooth, projetant une image sur l'écran géant derrière nous, le rapport de police officiel de l'arrestation de Loïc G et de Maëva B, daté du 28 février 2018. Trafic de stupéfiants, recel de vol aggravé. Vous, Gérard et Sylviane, avez payé 15 000 € de caution et de frais d'avocat pour étouffer l'affaire. Vous saviez pertinemment que Floriane était innocente. Et pourtant, vous l'avez laissée vivre dans sa voiture, se laver dans des toilettes publiques et manger dans les poubelles pendant 3 mois. La salle était sous le choc. Mes beaux-parents regardaient mes parents avec un dégoût absolu, comme s'ils regardaient des insectes nuisibles. Le maire de la ville secoua la tête. Vous osez venir ici, la voix de Garance monta d'un cran, vibrant de colère justicière, dans une robe blanche, pour essayer d'extorquer la maison de ma belle-sœur? C'est une tentative d'extorsion de fonds, doublée de harcèlement moral, violation de domicile et trouble à l'ordre public. J'ai déjà appelé le procureur. Mon père a essayé de l'interrompre, levant sa canne. Tu n'es qu'une petite avocate de rien du tout. Je suis son père. J'ai tous les droits sur elle. Elle me doit le respect et l'obéissance. C'est là que je me suis avancée. J'ai lâché la main de Cyprien. J'ai pris le micro des mains de Garance. Mes mains tremblaient encore un peu, mais ma voix était claire, forte, libérée. Tu n'es pas mon père, Gérard. Un père ne jette pas son enfant au loup pour protéger le loup. Un père ne laisse pas sa fille gelée dehors. Tu as choisi ta fille ce jour-là. Tu as choisi Maëva. Tu as choisi le mensonge. Garde-la. Je ne vous dois rien. Pas un centime. Pas un regard. Pas une larme. Sortez de ma vie. Définitivement. Tu vas le regretter. A hurlé ma mère, se jetant presque sur moi, les ongles en avant, retenue in extremis par un agent de sécurité massif. On va te traîner en justice. On te prendra tout. Tu finiras seul. À ce moment précis, les vraies sirènes de police, celles que j'ai décrites au début, se sont fait entendre, se rapprochant rapidement. Cyprien avait appelé les gendarmes dès leur apparition sur les caméras de surveillance. La scène finale a eu lieu. La police est entrée en force dans la salle. Ils ont menotté Loïc qui attendait dehors dans la voiture de fuite, ivre mort au volant, et ont escorté mes parents et Maëva dehors. Maëva se débattait, sa robe blanche se déchirant sous l'emprise des gendarmes, criant qu'elle était une influenceuse, qu'elle allait détruire notre réputation sur les réseaux sociaux. Mon père menaçait les policiers de porter plainte pour violence policière. C'était pathétique. C'était laid. C'était la fin de leur règne de terreur. Quand ils ont été mis dans les voitures de patrouille et que les gyrophares se sont éloignés, un silence lourd est retombé sur la salle. J'avais peur. Peur que mon mariage soit ruiné, souillé par cette boue. Que les gens soient gênés, qu'ils partent. Puis, doucement, un bruit s'est fait entendre. Monsieur Faure, mon mentor, s'était levé. Il a commencé à applaudir lentement. Puis les parents de Cyprien se sont levés. Puis Garance. Et bientôt, toute la salle, 150 personnes, était debout, m'applaudissant à tout rompre. Non pas pour le spectacle dramatique, mais pour mon courage, pour ma résilience. J'ai pleuré, m'effondrant dans les bras de Cyprien, mais cette fois, c'était des larmes de libération. Le cancer qui rongeait ma vie venait d'être extirpé chirurgicalement, devant témoins. J'étais libre. Les mois qui ont suivi furent marqués par des batailles juridiques intenses, mais cette fois, j'avais les meilleures armes de mon côté, la vérité, des preuves irréfutables et Garance. La demande de mes parents pour l'obligation alimentaire a été rejetée par le juge aux affaires familiales en un temps record, lors d'une audience qui a duré moins de 20 minutes. En France, l'article 207 du Code civil est très clair: l'obligation alimentaire cesse si le créancier a manqué gravement à ses devoirs envers le débiteur.
Avec les preuves de mon expulsion brutale, les témoignages de Madame Leroux la boulangère que j'avais retrouvée et qui a témoigné avec plaisir, et les dossiers de police concernant les trafics de Maeva, le juge a qualifié le comportement de mes parents d'indignité caractérisée. Il a eu des mots très durs pour eux. Il leur a dit qu'ils avaient failli à leur devoir le plus élémentaire d'humanité. Non seulement ils n'ont pas eu un centime de ma part, mais ils ont été condamnés à me verser 5 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral et préjudice d'image. Bien sûr, ils n'avaient pas d'argent pour payer, ils étaient insolvables, mais le symbole était là, puissant. La justice avait parlé. Maeva a fini par avoir de vrais ennuis, des ennuis sérieux. Sans l'argent de mes parents pour la couvrir et payer ses bêtises, elle a été arrêtée quelques mois plus tard pour une nouvelle affaire d'escroquerie en ligne sur des sites de vente de vêtements. Cette fois, elle n'a pas échappé à la prison avec sursis et aux travaux d'intérêt général. Elle a dû balayer les rues de Montluçon, sous les yeux de ceux qu'elle méprisait autrefois. Mes parents vivent aujourd'hui dans une grande précarité. J'ai appris par des connaissances lointaines qu'ils sont seuls, isolés, aigris. Ils passent leur temps à raconter à qui veut l'entendre, au bar du coin ou dans la salle d'attente du médecin, que leur fille ingrate les a dépouillés et abandonnés. Mais plus personne ne les écoute à Montluçon. Leur masque est tombé. Tout le monde sait qui ils sont vraiment. Quant à moi, je suis assise dans mon jardin à Annecy, sous la pergola, en train d'écrire ces lignes. Le soleil se couche sur les montagnes, teintant le ciel de rose et d'orange. Cyprien est là-bas, près du potager, en train de lancer une balle à notre chien, un golden retriever que nous avons adopté. Je pose ma main sur mon ventre arrondi. Je suis enceinte de 6 mois de notre premier enfant. Une petite fille. Je me suis juré une chose, une promesse sacrée que je fais à cet enfant qui n'est pas encore né. Mon enfant ne connaîtra jamais le favoritisme. Il ne connaîtra jamais la peur d'être jeté dehors parce qu'il a fait une erreur ou parce qu'il déplaît. Il saura que l'amour ne s'achète pas, ne se négocie pas, et ne se mérite pas par des notes scolaires ou de l'obéissance aveugle. Il sera aimé pour ce qu'il est, inconditionnellement. Cette expérience douloureuse m'a appris une leçon fondamentale que je veux partager avec vous la famille, ce n'est pas le sang. Le sang, c'est juste de la biologie, de la génétique, du hasard. La vraie famille, c'est ceux qui vous tendent la main quand vous êtes à terre, quand vous n'avez plus rien. C'est Monsieur Fort qui m'a donné un métier et une dignité quand je n'étais qu'une vagabonde. C'est Garance qui m'a défendue comme une lionne face à ses prédateurs. C'est Cyprien qui m'a aimé et réparé avec patience. À tous ceux qui vivent dans une famille toxique, qui sont les boucs émissaires, qui se sentent seuls et désespérés ce soir, ne perdez pas espoir. Je sais que c'est dur. Je sais que vous avez envie de tout lâcher. Mais vous pouvez vous en sortir. Vous pouvez construire votre propre château loin de leur ruine. Ne les laissez pas gagner en restant malheureux ou en devenant comme eux. La meilleure vengeance, la seule qui vaille vraiment la peine, c'est d'être incroyablement, insolemment heureux sans eux. Ils voulaient 50% de ma maison. Ils n'ont eu que 100% de ma pitié. Et aujourd'hui, même ma pitié est épuisée, tarie. Il ne reste que l'indifférence, et croyez-moi, c'est le sentiment le plus doux, le plus paisible du monde. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. C'était difficile à revivre, à écrire, mais c'était nécessaire pour tourner la page définitivement. Si cette histoire vous a touché, ou si vous avez vous-même vécu une rupture familiale ou une injustice, mettez un j'aime et partagez cette vidéo. Cela aide énormément la chaîne à faire connaître ces histoires. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains récits. Prenez soin de vous et de ceux qui vous aiment vraiment. À bientôt. It's like full up with air, so like I could stab it one day. Maybe I should keep it. Nobody wants it? Fine, I'll keep it. What was I doing? Oh, exercising! That's what I was doing. I fucking forgot. Wait, hold up. Sorry. It's so ugly. What do you mean? Like you think the cow is ugly?
The cow is not ugly. Hi, show you. Hello, I'm good. Wait, what am I doing? I don't know. I'm just here. Okay. This is why you're my favorite streamer, Amanda. Everyone else would be like, huh? Wait, what did I say? What did who say? Who said what? For what? Oh, beating it up on stream? Oh, I'm down for anything. No. I do it is. I forgot what I just said. Oh, I was supposed, there's the real cow. I was supposed to turn the music up so I could hear it in here because it's kind of lame. Thank you for the redeem. Dab. Dab. Dab, dab. So much energy. OMG. The way she says things, heart's eyes. How is the way I say things? Move away, pet your cat. That's a redeem. You can redeem it with Mango. Mango is my channel points. Oh my god, I need to do cardio. Got an encore dab. You did. Okay, I'm taking off the shark slides. Hydrate already? I'm getting my water. I'm getting my water. Ooh, perfect time to actually turn up the music this time. Okay. Almost got hit by the shark. Powder? Oh, she's fine. How do I turn this on? I have a remote here. Oh wait, I have to drink the water. Was that visible? Is that from Temu? This? Did I unplug it? Oh my god, I unplugged it, didn't I? I did unplug it. I unplugged it! My fat ass unplugged the walking pad because I don't exercise that much. Never turn it on! No, I walked on it before! Oh, it's hot. I've walked on it before! I have! How many times has this machine been used? Is it even plugged? I unplugged it! Okay, but I unplugged it after using it a maximum of 3 times previously. I've used it 3 times before. The treadmill looks like one I saw on Temu. Oh, it's from Amazon. I get all my shit from Amazon. Pet Powder was redeemed? Really? Powder, come here. Guys, oh my god, look at the dust. Holy shit, look at the dust. Wow, I don't use it that much. Powder, come here. Wait, I have a video of her walking on the treadmill. I could show you to you guys another time. I could post on my Discord after stream. Or maybe later. I tried to like train her to use a treadmill by like baiting her like one of those lickable treats. Powder, come here. How much was it? It looks cool. I think it was like 100 something Canadian. Oh my god, look. Guys, please buy me that. Bruh, this isn't even dust, but that's probably all powder fur.